Nous sommes le 17 mai 2008 et l'Olympique Lyonnais entre dans l'histoire du football français en remportant son 7e titre de champion de France d'affilée. Un début de siècle tonitruant pour le club de Jean-Michel Aulas, le futur ballon d'or Karim Benzema est encore lyonnais et s'apprête à devenir madrilène après une saison où il est le meilleur buteur de la saison de Ligue 1 avec 20 réalisations. Le légendaire Juninho est quant à lui le meilleur passeur de la saison, une saison où Lyon règne sur le football national. Mais ça, c'était avant. Plongé dans l'un de ses pires débuts de saison de son histoire, l'OL ne trouve pas de solution à ses problèmes. Le plus inquiétant de tout ça, le terrain ne montre aucun aspect positif sur lequel s'appuyer. La valse des entraîneurs continue, les problèmes extrasportifs aussi, et des joueurs semblent perdus et agacés, à l'image du capitaine Alexandre Lacazette. Aujourd'hui, on va se replonger là où tout a commencé, on va remonter le temps jusqu'à aujourd'hui en 2023. Tiens-toi prêt car la vidéo est intense et remplie de rebondissements. Sur ce, c'est parti générique. Mais un événement assez incompréhensible déclenche un déclin sans arrêt qui stoppera l'apogée de Lyon sur la scène nationale. Alain Perrin est remercié alors qu'il est le premier entraîneur à gagner un doublé avec l'OL. La raison s'explique par une relation dégradée entre les joueurs et Perrin. Genesio, Batz et Duverne ne collaborent pas avec le staff. Des tensions entre Govou et Juninho naissent et Chris et Coupé se blessent. Malgré tout, Toulalan et Ben Arfa font une belle saison. Vous voyez que ça devient presque facile. Mais le président Aulas et son conseiller Bernard Lacombe mettent fin à l'aventure de Alain Perrin. C'est Claude Puel qui lui succède et depuis ce changement, l'Olympique Lyonnais court toujours après le succès. De 2008 jusqu'à 2016, l'OL entre dans une nouvelle ère, celle du développement de son centre de formation. Avec le départ de Juninho et Karim Benzema, les Lyonnais tentent par tous les moyens de remporter à nouveau la Ligue 1 et malgré les achats de Lisandro Lopez, Michel Bastos ou encore Bafé Gomis, l'OM est trop fort et les Gaunes terminent deuxième du championnat. Mais ce qu'il faut retenir de cette saison, c'est surtout le parcours historique du club en Ligue des Champions. Après avoir éliminé le Real Madrid et les Girondins de Bordeaux, l'OL rejoint pour la première fois de son histoire les demi-finales de Ligue des Champions, mais tombera face à un club à son apogée à ce moment-là, le Bayern Munich. Malgré une saison européenne historique, Claude Puel restera seulement une saison de plus et se verra remplacé par Rémi Garde après une saison assez décevante, 3e de Ligue 1, élimination en 8e de finale de Ligue des Champions et un premier derby face à l'ASSE perdu à domicile depuis 1994. L'ère Puel se conclut donc avec aucun trophée remporté. De nouvelles difficultés financières voient le jour et le club perd beaucoup d'éléments importants tels que Delgado, Toulalan ou encore Pjanic. C'est pourquoi Rémi Garde, Lacombe et Aulas décident de favoriser la formation en promouvant Jérémy Pied, Clément Grenier et Alexandre Lacazette. Dès sa première saison à la tête du club, Rémi Garde permet au club de remporter son premier trophée depuis la saison 2007-2008, une Coupe de France remportée en finale face aux Petits Poussés. Malgré ce premier trophée depuis une éternité, la saison est plus que moyenne, avec une finale de la Coupe de la Ligue perdue face à l'ennemi marseillais, une piteuse élimination en 8e de finale de Ligue des Champions face au club chypriote l'Hapoel Nicosie. Le gros point noir de cette saison reste cette 4e place en Ligue 1, synonyme de non-qualification à Ligue des Champions pour la première fois depuis 11 ans. Rémi Garde débute la saison avec un second trophée en 2 ans, une victoire aux dépens de Montpellier lors du Trophée des Champions. La crise financière continue de changer les plans de l'OL, qui se voit obligé de vendre des pièces importantes de l'effectif. Hugo Lloris rejoint les Spurs, Chris Galatasaray et Kim Kallström s'envolent en Russie. Plongés dans une réelle crise, d'autres joueurs du centre de formation font leur apparition en A. On peut citer Maxime Gonalan ou encore Samuel Umtiti. La dernière saison de Rémi Garde à la tête du club est sans doute la pire de toutes. Élimination en barrage de Ligue des Champions, élimination en quart d'Europa League, une finale de Coupe de la Ligue perdue face au PSG et une 5e place en championnat. Hubert Fournier débarque sur le banc de l'OL et le club entre dans une importante période de transition qui durera plus longtemps que prévu. La valse des joueurs importants continue, Bafé Gomis, Jimmy Briand et Rémi Vercoute s'en vont et d'autres joueurs du centre de formation intègrent le groupe professionnel. Parmi eux, celui qui deviendra une icône du club, Anthony Lopez, le futur champion du monde, Corentin Tolisso, sans oublier celui qui fera sensation, Nabil Fekir. Ah oui, j'ai aussi oublié lui. L'OL se voit éliminé en barrage d'Europa League, en 16e et en 8e de Coupe nationale. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais le plus important n'est pas là. Le gros point positif est l'éclosion d'une génération qui semble dorée, celle des Fekir, Lacazette et Tolisso.
Durant l'année, l'équipe a joué en 4-4-2 en losange avec Lacazette, Fekir ou Lacazette NJ comme duo d'attaquants. Les premières relances des lignes arrière se font dans la grande majorité des cas via Gonalons, qui est chargé de procéder à la première animation offensive, le plus souvent en jeu court avec les 3 autres joueurs du milieu. Gonalons est vraiment la pièce centrale du jeu et les propos de Patrice Garande lors de la victoire de Caen 3-0 face à l'OL, défaite qui mettra fin aux espoirs de l'OL pour la course au titre, le confirme. Sloan Privat, je lui avais demandé une seule chose, s'occuper de Gonalons, parce que si tu prives Gonalons du ballon, 80% du jeu de Lyon est mort. Le PSG remporte le titre et l'OL termine deuxième après avoir réalisé un bon championnat. Nabil Fekir est élu meilleur espoir de la saison, Lacazette meilleur joueur et Christophe Jallet figure dans le 11 de la saison. On peut penser qu'avec ce que l'on a vu, la saison d'après sera encore meilleure et finalement, pas du tout. Cette nouvelle saison est historique car les travaux du nouveau stade de l'OL sont enfin terminés. Fini le Gerland et place au Parc OL, un stade qui appartient enfin au club. Avec 480 millions d'euros dépensés pour la création du nouveau parc de jeux de l'OL, Jean-Michel Aulas démarre une nouvelle stratégie de marketing, celle de l'achat-revente. Bonjour à tous, c'est Robert 87 000, j'espère que vous allez bien. Cela consiste à acheter des joueurs très prometteurs mais peu connus, tels que Tanguy Ndombele, Ferland Mendy et Bruno Guimaraes, et puis de les revendre presque 3 fois plus. Cela peut se réaliser aussi avec les joueurs formés, Lacazette et Tolisso seront de bons exemples. Franchement, vas-y là. Sur des Tolisso, ils font de l'achat-revente là, sur des Tolisso. Putain, y a pas assez de joueurs dans le jeu comme ça pour aller faire de l'achat-revente. Laissez-nous nos Tolisso tranquilles là. Tu sais pas qu'il y a des critères là dans la coupe de qualification et qu'on est en galère. On s'en fout de l'achat-revente là. Fini le marketing, revenons au terrain et sans se le cacher, ce n'est vraiment pas fameux côté l'OL. Les joueurs majeurs souffrent d'un manque de confiance évident, le club termine dernier de son groupe de Ligue des Champions et le club est 9ème juste avant la trêve hivernale et Hubert Fournier en fait les frais. Bruno Genesio le succède en décembre 2015. Les 6 premiers mois du nouveau coach sont hyper convaincants, Lacazette devient le premier buteur de l'histoire du Parc OL, le PSG s'incline pour la première fois de la saison et cela face à l'OL, l'AS Monaco s'en prend 6 et l'OL termine 2ème du championnat, une 2ème place qui permet au club de jouer la Ligue des Champions, mais malheureusement le club termine 3ème de son groupe et est reversé en Europa League. Un mal pour un bien car l'OL réalise cette saison-là l'un des plus beaux parcours de son histoire en C3, Alkmaar en 16ème, la Roma en 8ème et Beşiktaş en quart, après de nombreuses tensions lors du match aller et l'envahissement du terrain. Le club français est en brassure bien plus fort que lui en demi-finale et se fera lourdement éliminer face à l'Ajax. La saison suivante est assez étrange, l'OL est irrégulier, le club se fait éliminer en Europa League face au CSKA Moscou alors qu'il faisait office de favori, surtout avec la finale qui se jouait au Parc OL. Malgré cette irrégularité, l'OL termine 3ème du championnat et a réalisé de belles choses face au top club du championnat. Le club bat aller-retour l'OM et une victoire 3-2 au Vélodrome grâce à Memphis Depay, victoire face au PSG grâce à Mariano et Depay, mais surtout un carton plein 5-0 dans le derby à Geoffroy Guichard. Finalement, le club terminera tout de même 3ème du championnat. Sautant ensemble la saison 2018-2019 qui ressemble à l'année précédente, le plus important arrive à la fin de saison, un gros changement survient. Jean-Michel Aulas voit le club chuter drastiquement et souhaite passer à la vitesse supérieure. Juninho devient le nouveau directeur sportif et Silvinho succède à Genesio. Qui dit nouveau board dit gros investissement, mais comment faire lorsque les caisses sont vides? Ben on vend. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Ndombele à Tottenham pour 60 millions, Mendy au Real pour 48 et Nabil Fekir pour 20 millions au Betis. Des grosses ventes qui permettent au duo Juni-Silvinho d'avoir des finances nécessaires pour renforcer de manière homogène le club et pourquoi pas viser une demi-finale de Ligue des Champions. Thiago Mendes et Reine Adelaide renforcent le milieu, Anderson et Koné la défense sans oublier Tataruzano. Le club souhaite retrouver une certaine stabilité défensive et Silvinho met en place un 4-3-3. Malgré une forte envie de bien faire et les victoires lors des 2 premiers matchs de championnat, l'OL se retrouve 14ème du championnat et l'entraîneur brésilien se fait remplacer par Rudi Garcia en octobre 2019. Les résultats en championnat restent mitigés malgré son arrivée, l'OL se qualifie tout de même en 8ème de finale de Ligue des Champions. L'OL vit à ce moment-là une période compliquée et fait face à d'innombrables blessures et des joueurs positifs au Covid-19. La France est en guerre. Nous sommes en guerre. Mais comme vous le savez maintenant, l'OL réagit face aux départs et aux blessures en faisant confiance aux joueurs qui proviennent du centre de formation. Kakré et Ryan Cherki rejoignent le groupe A. Le club se renforce aussi avec l'arrivée de Karl Toko Ekambi et d'un jeune milieu brésilien très prometteur en la personne de Bruno Guimaraes. La sauce prend bien et l'OL enchaîne 7 victoires d'affilée, un joueur prendra directement le statut d'un leader sur le terrain. Il s'agit de Bruno Guimaraes qui réalise un gros début de saison avec ses nouveaux coéquipiers. Le club rejoint en même temps la finale de la Coupe de la Ligue et se fait éliminer en demi-finale de Coupe de France.
Mais bon, on va pas se le cacher, la compétition dans l'OL choquera l'Europe entière, c'est bien la Ligue des Champions. Les Gones battent 1-0 la Juve à domicile et font un gros pas en avant vers les quarts de finale, mais après cette importante victoire, la crise sanitaire prend de plus en plus ampleur et les championnats sont reportés dans un premier temps puis stoppés définitivement, une décision qui a rendu fou de rage l'OL et Jean-Michel Aulas. À ce moment-là, l'OL est 7ème du championnat et risque de ne jouer aucune compétition européenne la saison prochaine. L'OL fait recours pour excès de pouvoir demandant l'annulation de cette décision, mais le Conseil d'État ne lui donne pas gain de cause en raison de la situation sanitaire dramatique du Covid-19. À cause des répercussions de la pandémie, l'OL Group perd 36,5 millions d'euros et plus de 100 millions avec l'arrêt de la Ligue 1 et la valeur des joueurs qui ont baissé. Après avoir disputé le match aller au Parc OL, Lyon dispute son 8ème de finale au Juventus Stadium en ayant un avantage sur les Bianconeri. Depay ouvre le score sur penalty grâce à une super panenka. Ronaldo lui répond à 2 reprises. Pour la petite histoire, au moment du 2e but de CR7, j'avais promis à mes potes que je me jetterais dans le vieux port s'il inscrivait le triplé, synonyme de qualification pour la Juve. Finale, champion du monde. Finalement, l'OL élimine la Juve et se qualifie, lui, pour les quarts de finale. Les 8 équipes qualifiées se retrouvent à Lisbonne pour disputer le reste de la compétition appelée Final 8, sur un seul match au lieu de 2 aller-retour, à partir des quarts de finale et dans 2 stades situés à Lisbonne. L'OL écope d'un gros favori pour la victoire finale, le Manchester City de Pep Guardiola, et contre toute attente, l'OL s'impose 3-1 et se qualifie pour les demi, où là encore le club écope d'un favori, plutôt le favori de la compétition, le Bayern Munich qui vient d'humilier 8-2 le FC Barcelone. Bon, cette fois-ci ça ne passe pas et l'OL se fait gifler 3-0 face au futur gagnant. Malgré tout, cette demi-finale est un peu arrivée contre toute attente au milieu d'une crise interminable et qui n'a toujours pas pris fin. Cette OL est entrée dans l'histoire du football français et un grand bravo à eux. La nouvelle saison débute et l'OL, comme à son habitude depuis maintenant des années, ne débute pas de la meilleure des façons et se retrouve 14e à la trêve d'octobre. Et sans trop savoir pourquoi, l'OL démontre un nouveau visage, un visage de guerrier, un visage d'un guerrier inarrêtable, 16 matchs d'affilée sans défaite, victoire au Parc des Princes et un titre honorifique de champion d'automne. Mais malheureusement, l'OL a 2 visages refait surface et le club termine la saison 4e et des tensions apparaissent au sein du club. Rudy Garcia quitte le club et accuse Juninho d'avoir semé la discorde au sein du club et ce dernier lui répond en lui reprochant son manque d'autorité envers des joueurs cadres de l'équipe. Peter Bosz le succède et réalise la plus mauvaise saison du club depuis 1997 et sans trop savoir pourquoi, il est maintenu au sein du club. Nouvelle saison, nouveau rebondissement et non des moindres. John Textor, un entrepreneur américain, rachète plus de la moitié des droits du club, une nouvelle qui a surpris tout le monde. Le mythique président de l'OL, celui qui a permis au club de toucher les étoiles, Jean-Michel Aulas, n'est plus le président du club mais restera au poste au moins pour les 3 prochaines saisons. Malgré ce départ marquant, l'OL tente de retrouver un peu de superbe en faisant revenir des gamins du club, Lacazette, Tolisso. Pour pas changer, l'OL n'y arrive pas en championnat et limoge Peter Bosz dès octobre, Laurent Blanc le succède donc. Lors de la deuxième partie de saison, l'OL retrouve une certaine dynamique en championnat mais échoue à décrocher une place européenne et termine à la 7ème place. Finalement, le 8 mai 2023, l'OL annonce le départ définitif de Jean-Michel Aulas après 37 ans passés à la tête du club. Après toute cette traversée semée d'embûches, en arrivant enfin à la saison 2023-2024, le club perd lors du mercato estival de gros noms, Lukeba, Malo Gusto ou encore Barcola, et dès septembre, Laurent Blanc est limogé. Une ancienne gloire du club le succède, Fabio Grosso. Malgré son arrivée, le calvaire continue. Au moment où cette vidéo est écrite, l'OL est dernier de Ligue 1. L'OL a subi des changements drastiques cet été. Le club a perdu son détonateur Bradley Barcola et le patron de sa défense, Lukeba. Aujourd'hui, plus personne n'est décisif en attaque et la défense centrale est en perdition. L'équipe type n'a plus aucun repère et ressemble à un assemblage sans queue ni tête. Textor en est persuadé, le mercato d'hiver va tout résoudre. On n'a pas eu les mains libres cet été, c'est en janvier que ça va se jouer. Tout va très bien financièrement, il n'y aura pas de soucis avec la DNCG. Jamais dans son histoire dans l'élite, l'OL n'avait réalisé une telle mauvaise entame de saison et ne montre aucun signe de redressement. John Textor ne s'imaginait probablement pas se retrouver dans une telle situation, moins d'1 an après le rachat de l'OL. On terminera sur la déclaration de Daniel Riolo qui considère John Textor comme une erreur de casting. Il y a une erreur de casting. Il est pas là où il devrait être, il est perdu. Voilà, c'est un poisson d'eau douce, tu le mets dans la mer. Ou l'inverse, tu fais ce que tu veux. C'est un animal de la forêt, tu le mets dans la jungle. Voilà, il y a un problème. Aujourd'hui, l'OL est à des années-lumière de cet apogée. Au moment où je tourne cette vidéo, Fabio Grosso vient d'être mis à pied. Ils viennent de perdre 3-0 face à l'OM.
C'est un peu un cercle interminable fait de mauvaise gestion, de mauvais choix et d'une valse des entraîneurs interminable. L'OL est encore loin d'être sorti de sa crise et risquerait selon nous de descendre en Ligue 2 si le club ne se réveille pas. Et vous, vous en pensez quoi? Que doit faire l'OL pour redresser la pente? Ça donnerait peut-être des idées aux dirigeants lyonnais. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines ou potentiellement à dans 1 semaine. Il y a tellement de vidéos qui risquent de sortir ce mois-ci. Sur ce, une nouvelle fois, ciao l'équipe.